Mais ce que je veux dire simplement, c'est que il y a une oui, quand tu dis la France est une construction politique, c'est indéniable. Mais tu dis, elle a par ailleurs, elle ne vient pas de nulle part. Il y a un substrat racial très clairement identifié, très homogène, très stable dans la durée. Donc il y a un peu une contradiction, c'est-à-dire que il y a une comment dire un fossé entre l'attitude des pouvoirs de l'État et la réalité biologique. Moi, j'y vois une chose assez simple en fait. C'est qu'en fait, la France, après la défaite d'Alésia, a échoué à devenir une nation au sens, bon, c'est de la théologie que je fais, mais au sens allemand du terme. C'est-à-dire que les autochtones n'ont pas réussi à se doter d'une forme politique de facture indigène. Et les Romains ont plaqué sur la France leur organisation administrative, militaire, et puis ensuite, évidemment, ont diffusé leur langue. Il n'y a pas eu de colonisation biologique significative, hein, ça n'a pas eu lieu, ça. Mais ça a suffi à ce que, on va dire, le surmoi français ne s'appartienne pas réellement. C'est ça que je veux dire. Et après la chute de l'Empire de Rome, Enfin, le surmoi celtique, tu veux dire. non, enfin, je veux dire le surmoi, parce que moi j'appelle le surmoi, mais bon, c'est peut-être, je vais dire le nous collectif français doit passer par, comment dire, des médiations qui ne sont pas d'origine indigène. Très tôt, en fait, dans l'histoire de France. Et c'est encore aggravé par l'invasion germanique au 5e siècle. Puisque à la chute de l'Empire romain et avec la fin de l'organisation politique de la Gaule telle qu'on l'a connue depuis la conquête de la Gaule par César, donc depuis quand même 5 siècles à l'époque, ce sont des tribus germaniques, des seigneurs de la guerre germaniques qui s'installent en Gaule et qui deviennent les maîtres du pays et qui gouvernent des masses de paysans celtiques qui ont été, on va dire, latinisés linguistiquement. Plus ou moins parfaitement d'ailleurs, parce qu'on sait que le gaulois Leurs continue. élites, leurs élites. Voilà. Et on sait que le gaulois est encore parlé, par exemple, au 6e siècle à peu près, en Auvergne, par exemple. Et en fait, les Germains, les Francs, sont des envahisseurs. Se pensent comme des envahisseurs, se pensent comme des seigneurs de la guerre, se pensent comme des conquérants, qui s'emparent du butin. Ils s'emparent de terres, ils s'emparent de paysans, ils s'emparent du coup d'une capacité à lever aussi des taxes progressivement. Et donc, bah, là encore, quoi, les populations indigènes ne vont pas, on va dire, ils vont avoir une influence. Je suis pas en train de dire qu'il y a une césure radicale, mais clairement, les origines de la monarchie française sont germaniques. Et ça, toujours dans le surmoi, quand les chroniqueurs vont commencer à créer ce qu'on appelait l'idéologie monarchique, quand ils vont commencer à façonner cette perception par lui-même de l'État monarchique, bah en fait, on va forcément célébrer les racines franques et germaniques de la monarchie, ou alors ses racines latines et chrétiennes, c'est-à-dire on va plutôt regarder du côté de l'Empire romain. Mais on regarde jamais du côté des populations de Gaule, de France, c'est-à-dire l'écrasante majorité du peuple. Et Oui, bah, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, on a fait croire, euh, enfin, on nous a fait croire, on fait croire toujours aux élèves blancs qui passent par l'éducation nationale, que les Gaulois ne seraient pas les ancêtres de la France. Il y a une saloperie d'Urper, je crois, un spécialiste des États-Unis, un historien qui nous dit non, non, c'est un mythe, nos ancêtres ne sont pas Gaulois, c'est faux. bah, c'est pas les Nos, siens, oui, nos- ses ancêtres à lui, Peut-être certainement pas les pas. siens, alors Oui. je pense que c'est un Ouïgher, hein. Mais Non, 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 c'est faux. il est métissé, lui. Hein. C'est totalement faux. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le nom franc vient des Romains. C'est une tribu germaine qui a Mhm. été installée au deuxième, troisième siècle au niveau de l'estuaire de l'Escaut, hein, vers Tourcoing. Elle a été installée là parce que les Romains avaient fédéré ces peuples Ouais, pour d'accord. défendre le limès. Et lorsqu'ils sont descendus au quatrième, cinquième siècle, c'était il n'y avait pas d'ailleurs que les Francs, hein, il y avait d'autres tribus. Ça, c'était à peu près, on va dire, 1% de la population au sud de la Loire et 5% au nord. Et c'était effectivement une élite guerrière, mais depuis 200 ans, 250 ans. Mhm. Donc c'est totalement faux. Et d'ailleurs, euh, on nous parle toujours de la France, patrie d'immigration, blablabla.
demande même quelqu'un qui a un minimum de connaissances historiques de te citer une migration d'ampleur entre les fameuses migrations barbares dont je parle et donc c'est-à-dire entre le 4e, 5e siècle et les années 1970, il n'y en a pas. C'est faux. Il n'y en a pas. Il y a pas de vague migratoire d'ampleur. Dire les Vikings, c'est rien du tout. C'est quelques dizaines de milliers de mecs, grand maximum. Alors moi, pourquoi je disais ça, c'est parce que donc le mot France déjà vient du nom d'une tribu qui a envahi la France. C'est une tribu germanique, je veux dire, je lui enlève pas ses qualités, c'est pas ce que je dis. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que la Gaule, dans sa longue durée, les populations celtiques établies en France, donc l'écrasante majorité des Français de souche, est privée en fait depuis 2000 ans de son histoire propre, mais qui en même temps est la sienne. Vous voyez? Mais ça passe toujours par des médiations étrangères. Alors, l'attitude du pouvoir, c'est-à-dire l'attitude de l'État. L'État a été donc fondé essentiellement par les Francs, enfin les guerriers francs, l'aristocratie franque, à laquelle s'est progressivement ajouté bien sûr des seigneurs anoblis, quoi, hein, qui ont été puisés dans la population gauloise, bien sûr. Mais le moteur est là, et l'attitude de l'État a toujours une attitude de défiance via la périphérie. Donc on voit bien que la France a toujours cherché la France est dans une logique de confrontation vis-à-vis des populations. C'est très ancré dans la culture étatique française. Et c'est ce qu'on va retrouver, et là j'en viens donc au courrier de notre auditeur, qui dit ils détruisent, l'État détruit les langues, il n'y a pas qu'en Alsace, je veux dire, détruit les langues et cherche à uniformiser. Alors l'effort d'uniformisation politique et administrative a eu lieu dans tous les États, mais cette nécessité de détruire ethniquement les populations est enracinée en fait dans une défiance, dans une crainte du pouvoir central établi à Paris vis-à-vis des périphéries. C'est-à-dire clairement on a un pouvoir qui ne perçoit pas les populations établies en France comme amicales. Et toute l'attitude du pouvoir français, du pouvoir étatique j'entends, consiste systématiquement à traiter les populations françaises comme des populations vaincues, à subjuguer, et ça se voit encore aujourd'hui. Je veux dire, on voit bien la latitude de l'État vis-à-vis de sa population, et c'est pour ça qu'on a une police beaucoup plus agressive en France qu'en Allemagne, par exemple, ou même en Angleterre. Vous avez une police qui est beaucoup plus agressive. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus efficace, mais je veux dire, il y a une culture étatique derrière ça, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un substrat français. Mais je veux dire que l'origine, la culture de l'État français a des caractéristiques tout à fait particulières et qui le font percevoir les populations comme fondamentalement hostiles. Et ce qui nous amène maintenant à notre sujet, vis-à-vis de l'immigration, l'attitude de cet État, c'est pas du tout surprenant que ce soit une attitude plutôt bienveillante. Parce que, au fond, les empêcheurs de tourner en rond, un État comme ça, un État qui perçoit, on va dire, les autochtones comme facteurs de problèmes depuis très longtemps, il va se dire, finalement, ce qui empêche les choses d'avancer, ce sont ces autochtones qui résistent. Ce que Macron a appelé les Gaulois réfractaires. Moi, je trouve que ce terme est assez quand même révélateur de l'idéologie qui anime l'État français, quoi. Je veux dire, les Français sont considérés comme des Gaulois réfractaires. On n'entend pas parler d'Arabes réfractaires. On va nous envoyer des hordes qui, en fait, elles viennent des périphéries de l'Empire français. Mais aujourd'hui, elles sont installées au cœur aux portes du cœur de la France, de la région parisienne. Donc, en fait, pendant très longtemps, il y a eu un jacobinisme culturel, très violent, qui a consisté à convertir culturellement les masses dans les périphéries, mais ça venait quand même de la culture bourgeoise républicaine. Là maintenant, ça va venir en partie des masses acculturées de Seine-Saint-Denis. Là, on est dans un paradigme extrêmement dangereux. C'est-à-dire que le jacobinisme, en fait, a souvent été repris et très logiquement d'ailleurs, par les nationalistes français qui cherchaient à créer une nation française. Enfin, je veux dire, à la structurer en tant qu'État. Donc pour eux, uniformiser la France, c'était la renforcer.
à mon sens, c'est l'affaiblir. Parce que c'est détruire les soubassements ethniques, la conscience raciale, la conscience d'être enraciné dans un sol. Vous voyez, ça passe par toute une série de choses, comme effectivement la langue, ce qu'on appelle les idiomes, etc. Bon, le travail a été fait. Donc les gens, c'est très curieux, mais c'est ça, en France, les gens deviennent finalement des déracinés sur leur propre terre. Hein, on leur propose à la place, donc à la place de leur identité ethnique et régionale, on leur propose une espèce d'identité passe-partout sur la base de la Constitution, des droits de l'homme, etc. Allez faire quelque chose au plan identitaire avec les droits de l'homme. Qui vous êtes avec les droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'est valable, je veux dire, au Groenland, c'est valable en Afrique du Sud. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, ça renvoie à rien, ça ne répond à aucun questionnement identitaire personnel. Qui je suis, d'où je viens, qui sont mes ancêtres, voilà, vous comprenez. Et donc les gens restent finalement avec une espèce de point d'interrogation, ils sont déracinés, l'individualisme va grandissant, donc les gens sont de plus en plus repliés sur leur sphère personnelle et privée. À côté de ça, vous avez des masses grandissantes qui ont une conscience raciale très forte, comme les populations noires ou les populations maghrébines ou turques, pour ne pas parler effectivement des Roms. Et ces gens-là agissent en tant que groupe. Et dans le contexte actuel, le jacobinisme, donc comme pratique de gouvernement, est en train de muter. Parce que d'une volonté de créer un État homogène, au plan linguistique, avec des références culturelles identiques, ça devient l'arme d'euthanasie de la population autochtone. C'est ce qui permet, c'est permettez, pour utiliser ce terme-là, le logiciel qui permet d'euthanasier la population autochtone. C'est-à-dire qu'au nom de l'intérêt supérieur de la stabilité de l'État français, qui est devenu une espèce de succursale de l'international cosmopolite, eh bien, on va criminaliser les tentatives de résistance identitaire pour créer un machin acculturé, mulâtre, métis. Et l'immigration du tiers-monde, c'est une arme formidable pour un tel système. C'est ce qui va... Il y a un chanteur breton qui s'appelle Saldalui, qui a une formule intéressante, après la langue, on tue la race. Et c'est ce qui se passe. Donc moi je vois une mutation dangereuse du jacobinisme qui maintenant va dévorer les Français de souche, même ceux qui sont les moins concernés par ce type de thématique, à mon avis un petit peu à tort qualifié de régionaliste, parce que ça ne permet pas vraiment de comprendre. Je préfère de beaucoup le terme ethnique. Voilà, donc bon, moi c'est ça que je vois en fait. Une continuité et un approfondissement en fait de la logique du nihilisme niveleur que préfigure le jacobinisme.